Toujours à gaspiller ton temps sur cette stupide application, Vaughn? Mon frère Kellum rit, sa voix coupant facilement le bourdonnement discret et sophistiqué du restaurant haut de gamme du centre-ville de Seattle. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir moelleux, faisant tournoyer un verre de cabernet qui coûtait plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Mon père Orson, de l'autre côté de la table, sourit avec un air de déception habituel, secouant la tête. Ce n'est pas un vrai travail, mon garçon. Tu as 32 ans. Tu gaspilles ta vie dans un fantasme. Je ne dis pas un mot. Je gardais les yeux baissés et coupais soigneusement un autre morceau de mon steak. Ma poitrine se serra d'une colère très ancienne, très familière, le genre qui consume l'oxygène de vos poumons. Mais je forçai mon visage à rester complètement impassible. Il n'avait absolument aucune idée. Il n'avait aucune idée qu'à cette seconde précise, la stupide application qu'il se moquait traitait silencieusement 40% de l'ensemble des données logistiques de fret nord-américaine. S'ils connaissaient la vérité, le choc briserait leur monde parfait, arrogant, en 1 million de morceaux déchiquetés. Mais, avant de vous raconter le moment où la télévision s'est allumée et où cette salle à manger est devenue si silencieuse qu'on aurait pu entendre une seule goutte d'eau frapper le parquet, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Indiquez votre ville ou votre pays, car je veux savoir jusqu'où cette histoire porte. Pour comprendre l'explosion absolue de cette nuit-là, il faut comprendre les gens assis autour de cette table, et comment la mèche a été allumée des décennies auparavant. C'était un vendredi soir glacial et misérable. Le genre de pluie incessante de Seattle qui transperce votre veste et s'installe profondément dans vos os. Mais le froid à l'intérieur de cette salle à manger privée était bien pire que le vent hurlant du Puget Sound. Nous étions réunis autour d'une lourde table en chêne, entourés d'un éclairage tamisé flatteur, et des murmures discrets de personnes fortunées discutant de leur portefeuille d'actions et de leur résidence secondaire. Ma famille s'épanouissait absolument dans des endroits comme celui-ci. C'était leur habitat naturel. C'était une scène où ils pouvaient exhiber leur succès pour quiconque voulait bien regarder. J'étais assis à l'extrémité de la table, portant un pull gris effiloché que j'avais acheté en solde il y a 5 ans. Juste à côté de moi se trouvait Kellen, étouffant dans un costume italien sur mesure. Son poignet était alourdi par une énorme montre Patek Philippe brillante, qu'il s'assurait constamment de faire capter la lumière. J'avais exactement l'air de ce qu'ils attendaient de moi, l'échec de la famille, le contraste ultime avec leur éclat. Kellen tenait la cour, comme toujours. Il était vice-président des acquisitions immobilières commerciales au sein d'une grande entreprise, un titre qu'il portait comme une lourde couronne d'or. Il était au milieu d'une longue histoire, incroyablement égocentrique, sur une transaction immobilière qu'il aurait soi-disant sauvée à lui seul. Mon père, Orson, un cadre d'assurance régionale à la retraite qui traitait la hiérarchie d'entreprise comme une religion, se pencha en avant, s'accrochant à chaque mot. Ses yeux brillaient d'une fierté profonde et validante, qu'il réservait exclusivement à son fils aîné. Ma mère, Deline, sourit vaguement, sirotant son eau pétillante et émettant de petits bruits agréables chaque fois qu'il y avait une pause dans le monologue de Kellen. C'était une femme qui passait ses journées dans des conseils d'administration caritatifs avec d'autres épouses riches, utilisant une fausse pitié pour manipuler tout le monde autour d'elle. Et puis il y avait Sutton, la fiancée de Kellen. Sutton était directrice des relations publiques pour des marques de luxe, une femme qui semblait exister uniquement pour servir de mégaphone à l'ego de Kellen. Elle affichait toujours un sourire crispé et calculé, et portait un sac de créateur qui aurait pu payer mon loyer pendant 6 mois. J'observais cette mascarade se dérouler devant moi. Je regardais Kellen claquer impoliment des doigts vers un serveur qui passait, désignant agressivement son verre d'eau vide. Le serveur, un jeune homme qui semblait complètement épuisé, s'excusa frénétiquement et s'éloigna rapidement pour aller chercher de l'eau. Mon père ricana même. « C'est exactement ce que j'aime voir », dit Kellen Orson, sa voix légèrement tonitruante. « Il faut prendre les choses en main. C'est là une véritable étoffe de leader. Il faut faire comprendre aux gens qui mènent le spectacle. » Je sentis mon estomac se tordre violemment. Je ramassai discrètement ma serviette en tissu et la posai sur mes genoux, essayant de me faire aussi petite et invisible que possible. Je détestais ces dîners. Je n'y venais que parce que Deline passerait des semaines à laisser des messages vocaux culpabilisants, pleurant l'unité familiale si je refusais. J'étais le fantôme du festin. J'étais l'exemple à ne pas suivre qu'ils gardaient près d'eux, juste pour se rappeler à quel point ils étaient brillants et couronnés de succès. Sutton tourna ses yeux vifs et calculateurs vers moi. Elle posa son menton sur sa main, arborant un masque de fausse et profonde inquiétude.
Alors, Vaughn, ronronna-t-elle, sa voix dégoulinante de sympathie artificielle. Comment avance ton petit projet? Et vis-tu toujours un vrai salaire? La table devint silencieuse. Tout le monde arrêta de manger et me regarda, attendant le clou de la blague. Ça va bien, Sutton, dis-je d'un ton neutre, gardant mes yeux fixés sur mon assiette. Nous faisons des progrès constants. Kellen laissa échapper un rire fort et aboyant. Des progrès, n'est-ce pas? Écoute, mon pote. Je sais qu'il est difficile de laisser tomber un rêve, mais à un moment donné, il faut se réveiller et faire face à la réalité. Mon cabinet cherche en fait un nouveau gardien de sécurité de nuit pour le parking. C'est au salaire minimum, il s'agit surtout de se promener dans l'obscurité, de vérifier les portes. Mais, ça inclut une couverture dentaire. Je pourrais faire jouer mes relations, te sauver de ce que tu fais sur cet ordinateur portable toute la journée. Mon père hocha la tête en accord solennel. Tu devrais vraiment écouter ton frère, Vaughn. Il sait comment le monde réel fonctionne. Tu ne peux pas payer ton loyer avec des lignes de code et de vaines espérances. Je serrai mon couteau à steak si fort que mes phalanges devinrent blafardes. Ils étaient si incroyablement aveugles. Ils voyaient un homme discret, dans un pull bon marché, et ils supposaient que j'étais en train de me noyer. Ils ne savaient pas que le projet qu'ils tournaient en dérision venait de réécrire l'architecture fondamentale de la modélisation prédictive de la chaîne d'approvisionnement. Ils ne savaient pas que j'avais à peine dormi depuis 5 jours, car je testais sous contrainte un algorithme qui ferait ressembler l'ensemble du cabinet immobilier de Kellen à un stand de limonade pour enfants. J'apprécie les conseils de carrière, Kellen, dis-je, ma voix dangereusement basse. Mais je pense que je vais m'en tenir à mon propre chemin pour l'instant. Sutton leva les yeux au ciel avec théâtralité. Certaines personnes refusent simplement d'être aidées, marmonna-t-elle, prenant une délicate gorgée de son vin. Je regardais autour de la table leurs visages suffisants et satisfaits d'eux-mêmes. La colère qui brûlait dans ma poitrine n'était pas nouvelle. C'était un feu très ancien, très profond, qui couvait depuis 2 décennies. Ils n'avaient aucune idée que la stupide application dont ils se moquaient était sur le point de projeter une ombre si massive, qu'elle éclipserait entièrement leur enfant prodige. Mais comment en était-on arrivé là? Comment étais-je devenu un étranger absolu au sein de ma propre famille? Pour comprendre pourquoi je me suis contenté de rester assis, et de les laisser m'insulter, il faut remonter le temps, traverser le musée de mon enfance. Il faut voir les expositions précises de préjugés qui ont bâti les murs de fer entre nous. Grandir dans la maison des Mersey, sur Mersey Island, c'était exactement comme être un figurant dans un film entièrement consacré à Kellen. Mes parents n'avaient pas l'intention d'être ouvertement mauvais. Du moins, je ne pense pas qu'ils l'aient fait au début. Ils avaient simplement une définition très spécifique, très étroite, et fortement corporative de ce à quoi ressemblait le succès. Kellen correspondait parfaitement à ce moule, et moi, je l'ai brisé en minuscules morceaux irréparables. Pour Orson et Deline, le succès était bruyant. C'était des trophées, une reconnaissance publique, des costumes sur mesure, et une voix forte qui dominait une pièce. Le succès était tangible, quelque chose que l'on pouvait exposer sur une cheminée en acajou, et dont on pouvait se vanter lors des dîners au country club. Si je traverse le musée poussiéreux et douloureux de mes souvenirs, 3 expositions spécifiques se distinguent, brillant d'une clarté nette et angoissante. L'exposition a été le salon de notre immense maison de banlieue. Juste au centre, brillant sous les lumières d'accentuation jaune et chaude, se trouvait le trophée de championnat de football de Kellen au lycée. Il était énorme, plaqué d'or bon marché, et mon père le polissait personnellement chaque dimanche matin. C'était la pièce maîtresse de notre maison. Pendant ce temps, en bas dans la cuisine, glissé dans un tiroir à bric-à-brac, se trouvait mon équivalent. C'était une lourde et magnifique médaille d'or que j'avais remportée lors d'un concours de programmation et d'architecture de données à l'échelle de l'État. J'avais passé 8 mois à écrire un module qui optimisait les schémas de feux de signalisation pour le réseau urbain. Quand je l'ai ramené à la maison, mes mains tremblant d'excitation, mon père y avait jeté un coup d'œil, m'avait tapé maladroitement sur l'épaule et avait dit « C'est bien, Vaughn. Un bon petit passe-temps pour te tenir à l'écart des ennuis. » Une semaine plus tard, j'ai trouvé la médaille sur la table basse. Deline l'utilisait comme sous-verre pour son thé glacé. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a agité la main de manière désinvolte. Oh, elle prenait juste la poussière, Vaughn, et c'est la taille parfaite pour ses verres. Puis il y eut l'exposition B, mon 21e anniversaire. Je l'attendais avec impatience depuis des mois,
espérant juste une soirée tranquille où l'attention ne serait pas entièrement portée sur mon frère aîné. Je voulais juste un dîner, un gâteau, une reconnaissance discrète de mon existence. Mais le jour où j'ai eu 21 ans, c'était la même semaine que Kellen recevait sa première grande promotion, au poste de vice-président junior dans son cabinet. Toute la maison était dans un état d'euphorie chaotique. Mes parents organisèrent un grand dîner traiteur, invitant voisins, parents, et tous les partenaires commerciaux d'Orson. Il y eut des toasts interminables, du champagne coûteux coulant à flots, et des discours sur l'avenir brillant et inarrêtable de Kellen. Je m'assis dans un coin du salon, observant la célébration. Personne ne m'avait acheté de gâteau. Personne n'avait emballé de cadeaux. Vers 10 heures du soir, ma mère passa, tenant un plateau de verre en cristal vide. Elle s'arrêta, me regarda, et ses yeux s'écarquillèrent, saisis d'une panique soudaine et brève. « Oh, Vaughn, mon chéri, je suis tellement désolé. Avec toute l'excitation autour de la grande nouvelle de Kellen, ton anniversaire m'a complètement échappé. Nous fêterons cela la semaine prochaine. Je te le promets. » La semaine suivante n'est jamais arrivée. Jamais. Mais le souvenir qui brûlait le plus fort, la blessure qui a vraiment forgé le mur de fer entre ma famille et moi, s'est produit 1 an plus tôt, quand j'avais 20 ans. C'est l'exposition C. C'était un mardi après-midi pluvieux. J'étais rentré tôt de mon travail à temps partiel, dans un magasin de réparation informatique local. J'économisais chaque sou pour mes frais de scolarité à l'université, car Orson avait explicitement clairement indiqué que si le diplôme de commerce de Kellen était un investissement familial vital, mon diplôme en informatique était un pari risqué et insensé. Alors que je marchais dans le couloir, j'entendis des voix provenant du bureau lambrissé en chêne de mon père. La porte était légèrement entr'ouverte. Je m'arrêtai net, percevant le son de la voix de ma tante Béatrix. Béatrix était la sœur aînée de ma mère, une femme qui prospérait sur le drame familial, et qui déguisait habilement sa manipulation toxique en une profonde et aimante sollicitude. Elle était passée maître dans l'art de semer de minuscules graines de doute, et de les regarder grandir en mauvaises herbes qui étouffaient la vie de tous les autres. Je dis juste, Orson, chuchotait Béatrix, sa voix dégoulinante de fausse sincérité, Kellen va maintenant se mêler à l'élite. Il entre dans le monde de l'entreprise. Il doit projeter une image de succès absolu. Conduire cette berline d'occasion ne conviendra tout simplement pas à un jeune homme de sa stature. Je sais, Béatrix, soupira lourdement mon père, mais une voiture de sport, la nouvelle Porsche 911 qu'il veut, est incroyablement chère. Nous n'avons pas ce genre de liquidité sous la main en ce moment. Il y eut un lourd silence. Je retins mon souffle, me penchant plus près de la fente de la porte, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Et le fonds universitaire de Vaughn, suggéra Béatrix en douceur, aussi négligemment que si elle parlait d'acheter des courses. Soyons tout à fait honnêtes, Orson. Vaughn est un garçon discret, mais ce n'est qu'un singe de clavier. Il joue toujours avec ses machines dans l'obscurité. Il ne va pas gravir les échelons de l'entreprise. L'envoyer à une université de 4 ans pour étudier les jeux vidéo, ou quoi que ce soit d'autre qu'il fasse, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Tu pourrais utiliser ce compte pour donner à Kellen le départ qu'il mérite vraiment. Vaughn peut contracter des prêts étudiants, cela forgera son caractère. Je sentis tout le sang quitter mon visage. Ma poitrine se serra si fort que je crus que mes côtes allaient se briser. J'attendis que mon père se mette en colère. J'attendis qu'il me défende, qu'il dise à Béatrix de sortir de sa maison. Qu'il dise que ses 2 fils méritaient une chance d'avoir un avenir. Au lieu de cela, j'entendis le grincement de sa chère chaise en cuir alors qu'il se penchait en arrière. Tu as peut-être raison, Béatrix, murmura Orson lentement. Les ordinateurs ne sont que des outils que des leaders comme Kellen doivent utiliser. Vaughn doit apprendre à se débrouiller seul dans le monde réel. Je ne restai pas pour entendre le reste. Je reculai silencieusement, sortis par la porte d'entrée, et restai sous la pluie glaciale de Seattle pendant 1 heure. Ce fut le moment exact où le garçon qui voulait rendre ses parents fiers mourut. Je réalisai alors que la cage qu'ils avaient construite autour de moi, la boîte dans laquelle ils m'avaient fourré et étiqueté « échec », n'avait pas de porte. Il n'y avait aucune supplication, aucun travail acharné qui les ferait l'ouvrir, et me verrait pour qui j'étais vraiment. Si je voulais respirer, j'allais devoir briser la cage moi-même, et j'allais utiliser les outils mêmes qu'ils méprisaient pour le faire. Les retombées de cette conversation entendue ont dicté les 5 années suivantes de ma vie. Je refusais de laisser Orson payer ne serait-ce qu'un seul manuel.
Je contractais des prêts étudiants écrasantes, et travaillais de nuit à faire de la saisie de données sans réfléchir, tout en suivant des cours pendant la journée. J'étais épuisé, survivant avec du café noir bon marché, et une rancune pure et inaltérée. Mais l'université traditionnelle avançait bien trop lentement. J'étais assis dans des amphithéâtres stériles, écoutant des professeurs déconnectés enseigner des langages de codage obsolètes, tandis que mon esprit était en pleine effervescence avec des idées complexes sur la modélisation prédictive et l'architecture d'infrastructures cloud. Alors, au milieu de ma 3e année, j'ai abandonné. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, la réaction a été exactement aussi apocalyptique que je l'avais imaginé. Deline pleura ouvertement dans la cuisine, faisant le deuil de mon avenir, comme si j'avais contracté une maladie incurable. Orson se contenta de me fixer avec un regard de validation froide et sombre, comme si mon échec lui avait finalement donné raison depuis le début. Tu seras de retour ici, à mendier un toit au-dessus de ta tête, d'ici 1 an, avait-il dit, sa voix complètement dépourvue de toute chaleur. Je partis pour lui prouver le contraire. Et pendant longtemps, j'ai échoué lamentablement. J'ai perdu mon emploi à temps partiel quand l'atelier de réparation a fermé. J'ai emménagé dans un petit appartement délabré, dans le sud de Seattle. Le chauffage était plus souvent en panne qu'en marche, et le vent faisait vibrer les fines vitres des fenêtres toute la nuit. Je vivais de riz blanc nature et de soupe de poulet bon marché. J'ai perdu 15 livres, car je ne pouvais tout simplement pas me permettre de manger 3 repas par jour. La faim physique était terrible, mais l'isolement psychologique était infiniment pire. Je me noyais dans l'échec, et ma famille regardait en sécurité depuis le rivage, secouant la tête et se murmurant les uns aux autres qu'ils avaient toujours su que cela arriverait. Un jeudi soir sombre, poussé par un besoin désespéré de trouver quelqu'un, n'importe qui comprenne ce que j'essayais de construire, j'ai assisté à une rencontre technologique gratuite dans un centre communautaire délabré de la ville. C'était une triste affaire. La pièce était à moitié vide, sentant intensément le café rassis et les manteaux d'hiver humides. L'orateur, à l'avant, s'éternisait sur la maintenance de base des serveurs. Je m'assis au dernier rang, tapant frénétiquement sur mon ordinateur portable usé, ignorant complètement la présentation. Un gars s'assit sur la chaise pliante en métal à côté de moi. Il portait un sweat à capuche délavé et trop grand, et avait des cernes foncées, comme des ecchymoses, sous les yeux, qui rivalisaient facilement avec les miens. Il se pencha, regardant sans vergogne mon écran lumineux, ignorant complètement les limites de l'espace personnel. « Ta boucle logique est de la merde », murmura-t-il sans détour, sa voix rocailleuse. J'arrêtai de taper et le fusillai du regard. « Excusez-moi. »« Ligne 412, dit-il, pointant un doigt calleux directement sur mon écran. « Vous utilisez une boucle séquentielle pour l'analyse des données. Cela crée un énorme goulot d'étranglement dans votre allocation de mémoire. Si vous passez à un modèle de traitement asynchrone, vous réduirez le temps d'exécution de 80%. Votre modèle prédictif manque cruellement de données, car vous essayez de les lui faire passer par une minuscule paille en plastique. » Je fixai le code. Puis je le fixai. Il avait entièrement, incroyablement raison. C'était une stupide erreur de débutant, née d'un pur épuisement physique. Je réécrivis rapidement les lignes, exactement comme il l'avait suggéré. J'appuyai sur « Compiler » et observai le programme s'exécuter sans faille, plus vite qu'il ne l'avait jamais fait de ma vie. Je me tournai vers lui, mon cœur battant la chamade avec un espoir soudain et fou. « Qui es-tu » Il tendit une main. Cormick, analyste de données, entièrement excentrique, actuellement au chômage, perpétuellement agacé par le mauvais code. Je lui serrai la main. Vaughn, je suis architecte d'infrastructure. J'essaie de construire un modèle de données prédictif qui peut anticiper les goulots d'étranglement massifs de la chaîne d'approvisionnement, avant même qu'ils ne se produisent dans le monde réel. Cormick ne rit pas. Il ne me dit pas que c'était un passe-temps mignon. Il ne me demanda pas comment j'allais payer mon loyer avec ça. Il se contenta de regarder à nouveau mon écran, ses yeux parcourant les rangées infinies de codes complexes, et je vis quelque chose changer dans son expression. C'était une reconnaissance absolue. « Tu ne prédis pas seulement les stocks manquants, Vaughn, » dit Cormick doucement, levant les yeux vers moi. « Si cet algorithme s'étend au cloud, tu prédis le comportement humain. Tu prédis l'ensemble du marché. » « Oui, » soufflai-je, le mot se coinçant dans ma gorge. « C'est une mine d'or, dit-il, se penchant en arrière dans cette terrible chaise pliante.
Mais ton architecture fondamentale est un désordre. Elle s'effondrera sous son propre poids. Il te faut une forteresse. Peux-tu la construire? Je le regardais et, pour la première fois depuis des années, je souris. Un sourire lent et déterminé. Je peux construire une forteresse. Ce fut le moment exact où tout changea. Pour la première fois de ma vie entière, quelqu'un regarda mon travail, et y vit le même potentiel immense que moi. Cormick devint mon cofondateur, ma dose de réalité, et la seule personne sur Terre capable de me sortir d'une spirale sombre lorsque le compte bancaire atteignait le zéro absolu. Nous passâmes les 8 mois suivants enfermés dans mon appartement glacial, réécrivant toute la plateforme à partir de zéro. Nous dormions à peine. Nous mangions à peine. Mais nous construisions quelque chose d'incroyablement beau, quelque chose de terriblement puissant. Nous l'appelâmes le protocole Nexus. Nous détenions la clé d'une mine d'or. Mais comme Cormick et moi allions le découvrir, dans le monde de la tech, détenir une clé d'or ne vous rend pas riche. Cela vous fait juste saigner une odeur qui attire les loups directement à votre porte. Construire l'infrastructure de base du protocole Nexus avec Cormick fut la période la plus exaltante et terrifiante de ma vie. Nous avions un produit qui fonctionnait parfaitement dans nos environnements cloud simulés. Il était rapide. Il était impitoyablement précis. Et il avait le potentiel de faire économiser des milliards de dollars aux grandes entreprises de logistique, en carburant gaspillé et en stock perdu. Mais le potentiel ne maintient pas l'électricité. Et il ne paie certainement pas l'énorme espace serveur de niveau entreprise dont nous avions désespérément besoin pour exécuter des tests en direct. Ainsi commença le marathon épuisant et humiliant des présentations aux investisseurs en capital risque. Nous étions 2 gars épuisés, sans aucun antécédent, portant des costumes bon marché et mal ajustés, essayant de convaincre des milliardaires de nous donner des millions de dollars, basés sur un algorithme complexe qu'ils comprenaient à peine. Nous avons frappé à des portes. Nous avons été rejetés 90 fois. 90 fois nous nous sommes tenus dans des salles de conseil impeccables aux murs de verre, avons vidé nos âmes, et avons été accueillis par des sourires polis, et des rejets fermes et condescendants. Trop tôt, disait-il. Trop risqué. Revenez quand vous aurez 1 million d'utilisateurs actifs. Juste au moment où nous envisagions de contracter des prêts personnels usuraires qui ruineraient notre crédit pour toujours, nous avons finalement eu une touche. Son nom était Terren. Terren était un prédateur de Wall Street à l'ancienne, qui s'était tourné vers l'investissement technologique tard dans sa carrière. Il était charmant d'une manière profondément terrifiante. Toujours vêtu de costumes 3 pièces impeccables, et souriant avec beaucoup trop de dents. Il nous invita dans son vaste bureau panoramique, dans le quartier financier. Il écouta notre présentation en silence complet, et ne sia même pas lorsque nous demandâmes un financement de démarrage massif. « J'aime ton feu, Vaughn, dit Terren, se penchant en arrière dans sa chère chaise en cuir et joignant ses doigts. Vous avez faim. J'aime les fondateurs affamés. Ils travaillent plus dur. Je financerai votre tour de démarrage. 3 millions de dollars. Cormick et moi avons failli nous effondrer de pur soulagement. C'était comme si nous avions enfin traversé un désert brutal, et trouvé un lac immaculé. Mais Terren n'était pas un philanthrope. C'était un loup, et il attacha une encre très lourde et très dangereuse à son argent. Il y a juste une petite condition, continua Terren, sa voix aussi douce que de la soie coûteuse. Mon fils Dax a récemment obtenu son MBA. C'est un garçon brillant, mais il a besoin d'une expérience exécutive pratique dans une start-up en croissance rapide. Je veux qu'il rejoigne votre équipe en tant que vice-président produit. Considérez-le comme mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Un investissement de cette taille nécessite une supervision adéquate. Je sentis un œuf froid se former instantanément au creux de mon estomac. Cormick et moi avons échangé un regard désespéré et piégé. Il nous restait exactement 14 $ sur notre compte bancaire commun. Les avis d'expulsion s'accumulaient. Nous n'avions absolument pas le choix. Nous avons signé la feuille de modalité et pris l'argent du diable. Dax était un cauchemar ambulant, enveloppé dans des vêtements de créateur. Il était profondément arrogant, profondément incompétent, et entièrement convaincu d'être la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce, simplement parce que son nom de famille était imprimé sur le bail de l'immeuble. Il déambulait dans notre nouvel espace de bureau exigu à 11 h du matin, exigeait des changements radicaux et idiots à notre interface utilisateur qui n'avait absolument aucun sens logique, et partait à 15 h pour des verres de réseautage dans des bars huppés. Mais l'incompétence flagrante de Dax n'était pas le vrai problème.
Le vrai problème était ce qu'il faisait, quand il pensait que nous dormions. Plusieurs mois après le début de notre partenariat forcé, Cormick me tira violemment dans la petite salle des serveurs, verrouillant la lourde porte derrière nous. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés d'une rage contenue et meurtrière. « Regarde ça », murmura Cormick d'une voix rauque, me poussant une tablette lumineuse directement sur la poitrine. J'ai mis en place une trace cachée sur nos journaux d'accès interne. Quelqu'un a pingé le référentiel central chaque nuit, exactement à 3 heures du matin. Il télécharge nos modèles d'apprentissage automatique propriétaires, sous forme de paquets massifs et cryptés. Je fixais les journaux, le sang résonnant si fort dans mes oreilles que cela ressemblait à un moteur d'avion. À qui l'adresse IP remonte-t-elle? Elle est fortement masquée, mais elle rebondit à travers un serveur proxy que j'ai finalement retracé jusqu'à un condo de luxe du centre-ville, dit Cormick, la mâchoire serrée. C'est Dax. Il vole le code source. Vaughn, il copie toute l'architecture. La trahison me frappa comme un coup physique à l'estomac. Terren n'avait pas investi 3 millions de dollars pour nous aider à grandir. Il avait investi pour gagner suffisamment de temps, afin que son fils parasite puisse voler le travail de notre vie de l'intérieur. Une fois que Dax aurait le code complet, il nous forcerait à partir, sous un prétexte technique, lancerait un concurrent, et nous écraserait avec leurs ressources illimitées de Wall Street. Nous devons le licencier immédiatement, dis-je, ma voix tremblante de colère pure. Nous ne pouvons pas, répondit Cormick d'un ton sombre, passant une main sur son visage fatigué. Si nous le licencions sans preuve légale absolue et irréfutable d'espionnage industriel, Terren retirera son financement, et déclenchera les clauses pénales de notre contrat. Nous serons en faillite et ferons face à des procès en 1 heure. Nous étions complètement piégés. Mais tandis que je fixais les journaux lumineux verts sur la tablette, la panique aveugle se transforma lentement en une fureur froide et très calculée. Je me souvenais des années passées à des dîners de famille, à regarder Kellen manipuler les situations à son avantage, à regarder mes parents sourire alors qu'ils me poignardaient dans le dos. J'avais beaucoup appris sur la tromperie en survivant à ma propre famille. Il était temps de l'utiliser. D'accord, dis-je, un calme dangereux s'installant en moi. Si Dax veut tellement notre code, nous allons le lui donner. Cormick me regarda comme si j'avais complètement perdu la tête. Es-tu fou? Nous n'allons pas lui donner les clés du royaume. Non, nous allons construire un cheval de Troie, expliquai-je, le plan se formant rapidement et clairement dans ma tête. Nous allons créer un référentiel factice secondaire. Il ressemblera exactement à notre algorithme principal en surface, mais la logique prédictive sous-jacente sera profondément, fondamentalement défectueuse. Nous introduirons une sorte de pourriture dans le code. Il se dégradera avec le temps, produisant des erreurs de données catastrophiques. Nous migrerons lentement les identifiants d'accès de Dax vers ce faux serveur. Qu'il vole des ordures absolues. Pendant ce temps, nous verrouillons le vrai code Nexus derrière un serveur crypté et isolé, auquel toi et moi sommes les seuls à avoir la clé physique. Les yeux de Cormick s'écarquillèrent, et un sourire lent et malicieux se répandit sur son visage. Tu veux un poison aussi? Exactement. Mais il nous faut un catalyseur, dis-je, mon esprit s'emballant. Nous avons besoin qu'il expose publiquement son incompétence et son vol. Nous avons besoin qu'il appuie lui-même sur la gâchette. L'occasion parfaite se présenta 3 semaines plus tard, lors d'une présentation cruciale et à enjeux élevés, devant une chaîne de magasins de taille moyenne. C'était notre première vraie chance de décrocher un client d'entreprise payant. Terren avait insisté pour y assister, assis au fond de la salle de conférence comme une gargouille dans un costume sur mesure. Dax était censé gérer la présentation, tandis que je démontrais le flux de données en direct sur l'écran principal. À mi-chemin de ma présentation, juste au moment où j'étais sur le point de montrer le modèle de prévision prédictive traquant les itinéraires de livraison en temps réel, l'écran géant devint entièrement noir. Le serveur local avait complètement planté. Les clients murmurèrent, soudainement confus. Je me retournai et vis Dax taper frénétiquement sur son ordinateur portable, un faux air d'inquiétude paniqué plaqué sur son visage. Je suis tellement désolé, messieurs, annonça Dax à voix haute à la pièce, secouant la tête et soupirant dramatiquement. Le système est très instable. L'architecture du code de Vaughn n'est tout simplement pas assez robuste pour gérer les données en direct. Nous travaillons encore à corriger ces bugs. Il avait intentionnellement fait planter le serveur local pour m'humilier devant son père et les clients, essayant de prouver que j'étais un leader incompétent.
Il voulait forcer un changement de direction sur le champ. Les clients ramassèrent maladroitement leurs mallettes et s'excusèrent. L'affaire était morte dans l'œuf. Dès que la lourde porte en verre se referma derrière eux, Terren se leva, le visage assombri d'une déception feinte. « C'est absolument inacceptable, Vaughn », aboya Terren, sa voix résonnant dans la pièce. « Tu as humilié cette entreprise aujourd'hui. Tu manques clairement de compétences techniques et de qualité de leader pour diriger cette opération. Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin. » Terren et Dax pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir réussi à piéger le programmeur stupide et naïf. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'il venait de me donner l'arme exacte dont j'avais besoin, et qu'il venait d'activer un monstre qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La réunion du conseil d'administration s'est tenue à 9 h du matin. La salle de conférence était stérile et glaciale. Terren était assis en bout de table, flanqué de Dax, qui arborait un sourire suffisant et méprisant. Terren ne perdit pas de temps en politesse. « Messieurs, nous sommes ici parce que cette entreprise est confrontée à une crise de leadership, » déclara Terren, frappant des mains sur la table. La présentation d'hier a été un désastre absolu. Par conséquent, en tant qu'investisseur majoritaire, je propose une motion formelle pour révoquer immédiatement Vaughn de son poste de directeur général, et nommer Dax en tant que PDG par intérim pour stabiliser le produit. Dax se pencha en arrière, la poitrine bombée, ressemblant à un prince sur le point de recevoir sa couronne. Tous ceux qui sont en faveur de la motion de révocation de Vaughn, levez la main, commanda Terren en douceur, levant sa propre main. Dax leva immédiatement la sienne. Je ne bougeai pas. Je tendis calmement la main dans ma mallette en cuir usé, en sortis une copie épaisse et surlignée de notre accord d'exploitation original, et la fis glisser sur la table en acajou jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant Terren. La motion échoue, dis-je, ma voix étrangement calme. La pièce devint silencieuse. Terren fronça les sourcils, regardant le document. « À quel genre de jeu désespéré joues-tu, mon garçon ? C'est moi qui ai l'argent. Tu es viré. Tu devrais vraiment lire les contrats que tes avocats rédigent avant de les signer, Terren, répliquai-je, me penchant en arrière dans ma chaise et égalant son regard froid. Tourne à la page 58, section 4, clause B, la clause de protection des fondateurs. Toute motion concernant la résiliation ou le retrait d'un membre fondateur du conseil d'administration exige un vote à la supermajorité, d'au moins 80%. Tes actions ne constituent que 60%. Tu n'as pas le pouvoir de me virer. Tu ne l'as jamais eu. Je regardais la couleur s'échapper complètement du visage de Terren. Le sourire suffisant disparut de la bouche de Dax, remplacé par un air de pure confusion paniquée. Le vieux loup avait sous-estimé sa proie. C'est un scandale, hurla Terren, frappant du poing sur la table. Tu m'as piégé. J'ai protégé mon entreprise des voleurs, rétorquai-je, ma voix se transformant en glace. Et en parlant de voleurs, Cormick, voudrais-tu s'il te plaît partager les journaux d'accès ? Cormick laissa tomber avec plaisir un épais dossier sur la table. Ces journaux prouvent que Dax télécharge illégalement notre code source propriétaire depuis les 3 derniers mois, vers un serveur proxy masqué. Dax balbutia, son visage virant au rouge écarlate. C'est un mensonge. Ces journaux sont fabriqués. Ils sont mathématiquement vérifiables, dis-je froidement. L'espionnage industriel est un crime fédéral, Dax. Je pourrais faire venir les autorités ici en 10 minutes. Terren se leva, sa respiration lourde, réalisant qu'il était complètement piégé. Que veux-tu, Vaughn ? Je veux que vous partiez, déclarai-je catégoriquement. Je veux que vous cédiez immédiatement vos parts à l'entreprise. En échange, nous ne poursuivrons pas votre fils au pénal, et nous vous rendrons votre investissement initial de 3 millions de dollars en totalité. C'était une exigence brutale. Rendre les 3 millions de dollars signifiait vider entièrement nos comptes bancaires. Cela signifiait que nous fonctionnerions à bout de souffle. Mais les garder dans l'entreprise était une sentence de mort. Terren me regarda avec une haine si pure, qu'elle en était presque impressionnante. Sans un mot, il attrapa un stylo, signa violemment les documents de transfert fournis par Cormick, et quitta la pièce en trombe, traînant un Dax humilié derrière lui. Nous avions gagné. Nous avions repoussé l'OPA hostile. Mais tandis que Cormick et moi étions assis seuls dans la salle de conférence silencieuse, l'adrénaline s'est estompée, laissant place à une réalité froide et dure. Nous étions libres, mais nous étions complètement fauchés.
Il nous restait exactement 10 jours de trésorerie avant que les serveurs ne s'éteignent définitivement. Le compte à rebours de notre faillite imminente était un poids physique écrasant sur ma poitrine. 10 jours, 9 jours, 8 jours. Chaque matin, je me réveillais, le cœur battant violemment contre mes côtes, terrifié que les serveurs se déconnectent, et que nos modèles prédictifs s'écrasent dans l'oubli. Nous avions un produit révolutionnaire, une forteresse de code, mais nous n'avions absolument aucune marge de manœuvre pour le montrer au monde. Il nous fallait un pré-relais, juste assez d'argent pour survivre le mois, pendant que nous recherchions de vrais clients d'entreprises légitimes, qui paieraient pour nos services au lieu d'essayer de les voler. Il nous fallait 50 000 $. Dans le monde de la technologie, c'est une somme dérisoire. Mais pour Cormick et moi, cela aurait aussi bien pu être 1 milliard. Nous avions utilisé toutes nos cartes de crédit au maximum. Les banques nous avaient ri au nez dès le hall. Le désespoir vous pousse à faire des choses que vous aviez juré de ne jamais faire. Le 7e jour, ravalant chaque once de ma fierté, je conduisis ma voiture déglinguée jusqu'à la vaste maison de mes parents, sur Mersey Island. Mes mains tremblaient violemment, tandis que je me tenais sur le porche immaculé et sonnais à la porte. Deline répondit, l'air surprise et légèrement agacée de me voir au milieu d'une journée de travail, surtout sans avoir appelé auparavant. Je demandai à parler à Orson. Nous nous assîmes dans son bureau lambrissé de chêne, la pièce exacte où j'avais entendu la conversation qui avait ruiné mon fonds universitaire des années auparavant. J'exposai tout. Je ne parlais pas d'algorithme ni de modèle de données prédictives, car je savais qu'il ne comprendrait pas, ou ne s'en soucierait pas. Je parlais purement affaires. Je lui montrai notre croissance d'utilisateurs, nos tests bêta réussis, et l'énorme potentiel du marché. « Papa, j'ai besoin d'un pré-relais à court terme de 50 000 $, dis-je, le regardant droit dans les yeux, abandonnant toutes mes défenses. Je signerai un billet à ordre formel. Je te rembourserai avec 10% d'intérêt dans exactement 6 mois. Si je n'obtiens pas cet argent, l'entreprise coule. Tout ce que j'ai construit mourra la semaine prochaine. » Orson me regarda fixement, son visage illisible. Il regarda les documents, puis me regarda à nouveau. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Pendant un bref instant, lumineux et insensé, je crus y déceler une étincelle d'instinct paternel. Un désir d'aider son fils en train de se noyer. 50 000, c'est beaucoup d'argent, Vaughn, dit Orson lentement, tapotant son stylo sur le bureau. Mais je vois que tu y as mis beaucoup d'efforts. Je transférerai les fonds sur ton compte demain matin. Le soulagement était si intense que mes genoux fléchirent. Je le remerciai abondamment, presque en larmes, et retournai en ville, me sentant comme si un énorme rocher avait été soulevé de ma poitrine. Nous allions survivre. Nous allions y arriver. Mais l'argent n'arriva pas le lendemain matin. À midi, je faisais les 100 pas, usant le tapis bon marché de notre bureau. J'appelai Orson. Il ne répondit pas. J'appelai Deline. Cela tomba directement sur la messagerie vocale. À 15 h de l'après-midi, mon téléphone vibra. C'était un message texte d'Orson. Vaughn, après en avoir discuté avec Kellen, j'ai décidé qu'il serait financièrement irresponsable de jeter l'argent par les fenêtres. Kellen a raison. Te donner ce prêt ne fait qu'entretenir ton illusion. Tu dois faire face à la réalité, et fermer ce projet. Ne redemande plus rien. Je fixai l'écran lumineux, les mots se brouillant. Après en avoir discuté avec Kellen, je pris mon manteau, arrachai pratiquement la porte du bureau de Ségon, et me rendis directement à l'immeuble de Kellen, dans le centre-ville. Je dépassai sa secrétaire stupéfaite, et ouvris en grand la lourde porte vitrée de son immense bureau d'angle. Kellen était assis derrière son bureau élégant, examinant une feuille de calcul. Il leva les yeux, complètement imperturbable face à mon entrée violente. « Frappe la prochaine fois, Vaughn, dit Kellen, prenant une gorgée décontractée de son eau pétillante. Tu l'en as dissuadé, grognai-je, m'approchant du bureau. Mes mains se serrèrent en poing. Il allait m'aider, et tu l'as arrêté. Kellen soupira, se penchant en arrière dans sa chaise et joignant ses doigts, me regardant comme si j'étais un enfant têtu. Je l'ai sauvé d'un terrible investissement. 50 000 $ pour une application qui échoue. Sois raisonnable, Vaughn. Tu es en train de te vider de ton sang. Il est temps d'euthanasier le chien mourant. C'est un pré-relais pour obtenir des clients d'entreprise, criai-je, perdant mon sang-froid. Tu ne sais même pas ce que je construis.
Tu ne connais pas les calculs. Je sais que tu es fauché, rétorqua Kellen, sa voix devenant froide et dure, son masque de condescendance poli tombant. Je sais que tu es une honte pour cette famille. Tu as 32 ans, tu mendis de l'argent à notre père à la retraite, parce que ton petit jeu informatique est un échec. J'ai dit à papa que s'il te donnait cet argent, il ne ferait que prolonger ton misérable échec. Il sourit alors, un sourire mince et incroyablement cruel qui fit geler le sang dans mes veines. Et juste pour que tu saches, j'ai aussi eu une petite conversation amicale avec la société de gestion immobilière qui possède ton immeuble de bureau, ajouta Kellen d'un ton désinvolte, ajustant sa cravate coûteuse. Mon cabinet fait beaucoup d'acquisitions pour eux. J'ai remarqué que tu avais 2 semaines de retard sur ton loyer. Ils accordent généralement un délai de grâce, mais je leur ai conseillé que les startups technologiques, dans ta situation financière, sont une énorme responsabilité. Tu devrais recevoir ton avis d'expulsion officiel demain matin. Je retins mon souffle. La pièce tourna littéralement. Ce n'était pas seulement qu'il refusait d'aider. Il avait activement, malicieusement, fait tout son possible pour me détruire. Il avait utilisé ses relations d'entreprise pour me faire expulser de nos bureaux, coupant ainsi efficacement nos serveurs, et tuant l'entreprise de ses propres mains. Pourquoi, murmurai-je, fixant mon frère comme s'il était un monstre que je n'avais jamais vu auparavant. Pourquoi veux-tu tellement que j'échoue? Kellen se leva, posa ses mains à plat sur le bureau, se penchant en avant. Parce que tu dois prendre ta place, Vaughn. Tu dois arrêter de prétendre que tu es quelqu'un de spécial. Tu es un décrocheur. Accepte ton échec. Maintenant, sors de mon bureau avant que j'appelle la sécurité pour te faire sortir de force. Je ne dis pas un mot de plus. Je me retournai et sortis. Je sortis sous la pluie glaciale de Seattle, errant dans les rues grises pendant des heures, me sentant complètement vidé. Ils ne voulaient pas seulement que j'échoue. Ils avaient besoin que j'échoue pour se sentir grand. Ma défaite était le piédestal sur lequel ils se tenaient. Si jamais quelqu'un a activement essayé de vous détruire, juste pour nourrir son propre ego, et que vous avez quand même trouvé la force de riposter, vous savez exactement ce que cela fait. Si cette histoire résonne en vous, ou vous fait ressentir cette étincelle familière de colère justifiée, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Prenez une seconde pour aimer la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, que ce soit votre ville, votre état ou votre pays. Chaque interaction aide plus de gens à découvrir ces histoires de survie et de revanche. Je retournai au bureau, celui que nous devions maintenant quitter définitivement en moins de 24 heures. Cormick m'attendait. Je n'eus pas à dire un seul mot. Il jeta un coup d'œil à mon visage, complètement trempé par la pluie glaciale de Seattle, et il sut exactement ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'il emballe son ordinateur portable, maudisse mon nom, et quitte la pièce. Je m'attendais à ce qu'il abandonne enfin ce navire en perdition. Au lieu de cela, Cormick hocha simplement la tête d'un air sombre, sortit une lourde clé à molette de son sac, et se dirigea vers le rack de serveur principal. D'accord, dit Cormick, sa voix entièrement dépourvue de panique. Nous déplaçons les serveurs physiques dans ton appartement ce soir. Nous les faisons fonctionner directement depuis ton salon. Nous piratons la connexion Internet commerciale du café en bas, en utilisant un amplificateur de signal, et nous vendons tout ce qu'il nous reste pour payer l'hébergement cloud. Nous ne mourrons pas aujourd'hui, Vaughn. Cette nuit-là fut un tourbillon de labeur physique pur et agonisant. Nous avons traîné des centaines de livres de matériel sensible sur 3 étages, au milieu de la nuit. Mon appartement était à peine assez grand pour un lit et une petite kitchenette, mais au lever du soleil, il ressemblait à un centre de commande dystopique. Les lourds racks de serveurs métalliques dominaient le salon. J'ai vendu ma berline déglinguée à un concessionnaire de voitures d'occasion remarquablement louche, en périphérie de la ville, pour 2500 $ en espèces. J'ai remis toute la liasse de billets à Cormick, pour maintenir les systèmes de refroidissement et les nœuds cloud essentiels en fonctionnement. Nous survivions au café noir, dans une rage froide et terrifiante. J'avais complètement enfermé mon cœur. J'ai cessé de considérer les Mercey comme ma famille. Ils n'étaient que des étrangers biologiques qui partageaient mon nom de famille. J'ai cessé de chercher leur approbation. J'ai cessé de me soucier de leur jugement sévère. J'ai canalisé chaque once de ma douleur, chaque souvenir douloureux de leur rire moqueur, dans le code. Mais nous n'avions de quoi payer l'électricité que pour peut-être 7 jours. Les petits clients ne nous sauveraient plus maintenant.
Présenter nos services à des détaillants de taille moyenne était une perte de notre temps précieux. Si nous voulions survivre, nous devions frapper un coup si massif, si indéniablement énorme, qu'il changerait la gravité de toute notre vie. Il nous fallait chasser une baleine, et j'ai jeté mon dévolu sur la baleine la plus grande et la plus impitoyable de l'océan corporatif, Horizon Dynamics. Horizon était un titan de la logistique mondiale, expédiant des millions de produits dans le monde entier chaque jour. Ils étaient les prédateurs suprêmes de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement. Mais des rumeurs dans l'underground technologique suggéraient que leur infrastructure de données interne saignait de l'argent, à cause de modèles de prévision terribles et obsolètes. Leur directeur général était un homme nommé Evandé. Evandé était une légende vivante dans le monde des affaires. Un opérateur impitoyable de la vieille école, qui détestait notoirement les consultants d'entreprise. Il méprisait les gens en costumes italiens sur mesure, qui entraient dans son bureau avec des présentations clinquantes et sans substance réelle. C'était l'ultime et belle ironie. Pendant 3 années consécutives, la prestigieuse société immobilière et de conseil de mon frère Kellen avait courtisé agressivement Horizon Dynamics. Kellen s'était vanté sans fin lors des dîners de famille, de la façon dont décrocher le compte Horizon lui garantirait un poste d'associé principal. Il avait envoyé des paniers cadeaux coûteux, organisé des sorties de golf de luxe, et pratiquement supplié pour une réunion de 10 minutes avec Evandé. Evandé les avait rejetés à chaque fois, aurait dit au patron de Kellen qu'il préférerait brûler son argent dans un parking vide plutôt que de payer une entreprise de costard vide, pour lui dire comment gérer ses propres entrepôts. Je savais que je ne pouvais pas approcher Evandé directement. Je n'étais qu'un gars désespéré avec une boîte lumineuse et surchauffée dans son salon. Alors, j'ai ciblé sa directrice des données, une femme nommée Imogen. Imogen était brillante, notoirement perspicace, et farouchement protectrice de l'infrastructure d'Horizon. Je ne lui ai pas envoyé de présentation marketing. Je ne lui ai pas envoyé un email poli, lui demandant de prendre un café. Au lieu de cela, Cormick et moi avons passé 3 nuits entièrement blanches à extraire des données d'expédition publiquement disponibles du vaste hub logistique de Horizon dans le Midwest. Nous avons fait passer ces données par l'algorithme du protocole Nexus, poussant nos serveurs de salon au bord de l'incendie. L'algorithme a identifié un énorme goulot d'étranglement invisible qui allait provoquer un retard catastrophique dans leur prochain stock de vacances. C'était une fuite leur coûtant des millions. J'ai compilé les données prédictives dans un rapport mathématique brut et non filtré, et les envoyé à l'adresse email privée directe d'Imogen, avec une ligne d'objet simple, votre hub du Midwest est sur le point de tomber en panne. Voici les calculs. Pendant 2 jours angoissants, rien ne se passa. J'ai supposé qu'elle l'avait marqué comme spam. Mais le 3e matin, mon téléphone portable a vibré. C'était un message bref, incroyablement formel, d'un assistant exécutif. J'étais convoqué au siège mondial de Horizon Dynamics le lendemain, à 8 heures du matin. Entrer dans le bâtiment de Horizon Dynamics, c'était exactement comme marcher sur une autre planète. C'était une cathédrale imposante et intimidante, de verre et d'acier noir, polie jusqu'à un éclat aveuglant et impeccable. Cormick et moi avons été escortés à l'étage exécutif, portant les seules chemises boutonnées propres que nous possédions. Nous avons été conduits dans une salle de conseil plus grande que le plan d'étage de tout mon immeuble d'appartement. Evandé était assis en bout de la massive table d'obsidienne. Il était plus âgé que ne le suggéraient ses photos de magazine, avec des yeux perçants et froids qui semblaient instantanément dépouiller toutes vos défenses. Imogen était assise à côté de lui, son ordinateur portable déjà ouvert, son expression lourdement gardée. « Vous avez exactement 10 minutes, dit Evandé. » Sa voix était un grondement grave et rocailleux qui exigeait un silence absolu dans la pièce. Imogen me dit que votre petit tour de passe-passe mathématique a prédit le retard exact d'inventaire que nous avons découvert hier après-midi. Je ne suis pas facilement impressionné. Vaughn, j'ai une armée d'analystes qui n'ont pas pu voir cela venir. Expliquez-moi comment 2 gars sans bureau, et avec un serveur fonctionnant depuis un appartement résidentiel, ont battu tout mon département de données. Je n'ai pas fait de discours de vente. Je n'ai pas utilisé de mots à la mode de l'entreprise, ni parlé de synergie, ou de solutions proactives. Je me suis dirigé directement vers le grand tableau d'affichage numérique, et j'ai branché mon ordinateur portable usé. Nous les avons battus, parce que vos analystes regardent l'histoire, et Evandé, dis-je, ma voix ferme malgré l'énorme quantité d'adrénaline inondant mes veines. Ils regardent ce qui s'est passé hier, pour deviner ce qui se passera demain. Notre architecture ne devine pas.
Elle traite des millions de microvariables fragmentées en temps réel, les conditions météorologiques, les changements économiques locaux, les tendances soudaines des médias sociaux, les retards des fournisseurs à la minute près. Elle construit un modèle vivant et respirant du marché. Imogen se pencha en avant, ses yeux se plissant. Parler est extrêmement facile. Montrez-moi, donnez-moi un jeu de données en direct. Cormick l'a mis au défi immédiatement, ses doigts volant sur son clavier. Tout de suite, des données en direct. Donnez-nous une région que vous avez du mal à optimiser actuellement. Imogen tapa rapidement et envoya un transfert de fichiers cryptés massifs à notre machine locale, le secteur du Nord-Ouest Pacifique. Nous perdons 3% de marge sur la logistique depuis 6 mois, et personne ne peut trouver d'où vient la fuite. L'immense pièce était complètement silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du projecteur au plafond. J'ai fait passer les données brutes par l'algorithme central du protocole Nexus. Nous avons regardé la barre de chargement ramper sur l'écran géant. J'avais le cœur complètement serré. Si le code échouait maintenant, si le serveur de mon appartement plantait, c'était fini. La barre de progression atteignit 100%. Une carte tentaculaire, complexe, tridimensionnelle de leur chaîne d'approvisionnement explosa sur l'écran, brillant de nœuds d'avertissement rouge vif. Là, dis-je, pointant directement un énorme amas de nœuds près de Seattle. Votre logiciel de routage privilégie la distance physique à l'efficacité énergétique, basée sur une carte topographique obsolète d'il y a 3 ans. Vos poids lourds empruntent un itinéraire plus court par un col de montagne, ce qui provoque une augmentation massive de la consommation de carburant et de l'entretien des véhicules. Si vous les déroutez de 30 mètres vers le sud sur l'autoroute, vos délais de livraison restent identiques, mais vos coûts opérationnels chutent de 4,2% instantanément. C'est une fuite d'environ 120 millions de dollars par an. Imogen fixa l'écran, la bouche légèrement ouverte. Elle tapa furieusement sur son propre terminal, vérifiant les données géographiques et les rapports internes de dépenses de carburant. Elle cessa de taper. Elle leva les yeux vers Evander, et hocha lentement, délibérément la tête. Evander fixa la carte sur l'écran pendant 20 secondes longues et angoissantes. Il ne scia pas. Il ne bougea pas un seul muscle. Il se contenta de fixer la vérité indéniable et brutale des chiffres. Puis, il tourna lentement la tête pour me regarder. La froideur dans ses yeux avait entièrement disparu, remplacée par une calculation nette et prédatrice. Mes équipes se sont heurtées à un mur pendant 6 mois, essayant de trouver cette fuite, murmura Evander, sa voix résonnant fort dans la pièce silencieuse. Il se leva de sa chaise, fit le tour lentement de l'énorme table, et s'arrêta juste devant moi. Il tendit sa main droite. « Félicitations, Vaughn, dit-il, sa poignée de main ferme et complètement inflexible. Tu viens de faire économiser à mon entreprise 120 millions de dollars par an. Asseyons-nous, et parlons d'un contrat exclusif. Cette poignée de main n'a pas seulement sauvé mon entreprise. Elle a fondamentalement modifié la trajectoire de toute ma vie. Nous sommes entrés dans ce bâtiment comme des mendiants désespérés, et nous en sommes sortis comme les partenaires exclusifs en architecture de données de la plus grande corporation logistique du pays. La baleine était sécurisée, et les ondes de choc étaient sur le point de déchirer toute l'industrie. Le contrat Horizon Dynamics fut l'allumette qui alluma finalement le baril de poudre. Dans l'industrie technologique, la validation d'un titan comme Evander vaut infiniment plus que n'importe quelle campagne marketing ne pourrait jamais valoir. La nouvelle s'est répandue dans le secteur financier presque immédiatement. Les mêmes sociétés de capital risque qui nous avaient ri au nez, depuis leurs bureaux immaculés quelques mois auparavant, appelaient maintenant frénétiquement mon téléphone portable à toutes les heures de la nuit, mendiant pratiquement une réunion de 10 minutes. Nous n'étions plus un pari risqué. Nous étions l'avenir incontesté de l'analyse prédictive de données. Cormick et moi avons déménagé nos opérations de mon salon étouffant et bruyant vers un magnifique espace de bureau ultramoderne, dans un gratte-ciel surplombant le skyline du centre-ville de Seattle. Nous avons embauché une équipe de 50 ingénieurs de haut niveau en un seul mois. Les jours où nous mangions de la soupe en conserve froide et du riz nature étaient définitivement révolus. Nous mangions des déjeuners traiteurs dans des salles de conférence aux murs de verre, négociant les termes avec certaines des institutions financières les plus puissantes de la planète. Notre tour de financement de série C s'est clôturé avec une rapidité qui m'a fait tourner la tête. Lorsque les feuilles de modalité légales finales furent signées, les investisseurs principaux nous remirent une valorisation qui défiait complètement la logique. Le Tech Syndicate, la société née des cendres de mes échecs et alimentée par les moqueries incessantes de ma propre famille,
fut officiellement évalué à 14,2 milliards de dollars. Ma participation personnelle au capital plaça ma valeur nette à environ 5,1 milliards de dollars. Les chiffres semblaient complètement abstraits. Ils étaient si massifs qu'ils cessèrent de ressembler à de l'argent réel, et devinrent simplement une mesure de victoire absolue. J'avais 32 ans, portant toujours les mêmes pulls gris. Mais sur le papier, je détenais plus de richesses que Kellen, Orson, et toute leur lignée combinée. La frénésie médiatique commença immédiatement. Une correspondante technologique senior du Wall Street Journal, une journaliste perspicace et implacable nommée Marigold, me contacta pour un reportage exclusif et approfondi. Elle voulait absolument tout savoir, les origines, les difficultés, la tentative d'OPA hostile, et le triomphe ultime avec Horizon Dynamics. J'acceptai l'interview, mais j'établis un embargo strict et inébranlable. Aucune information, aucun article, et absolument aucune fuite avant la date de publication désignée. Je voulais que la diffusion soit coordonnée et absolue. Marigold passa 3 jours à suivre Cormick et moi au nouveau siège, posant des questions brillantes, fouillant profondément dans l'architecture de nos algorithmes, et interviewant Evander sur les raisons pour lesquelles il nous avait choisis plutôt que les cabinets de conseil établis. Un jeudi après-midi, Marigold appela ma ligne privée. Le reportage est écrit, Vaughn, et c'est le meilleur que j'ai fait cette année, dit-elle, l'excitation rayonnant à travers le téléphone. Le comité de rédaction l'adore tellement qu'il le place en première page des éditions numériques et imprimées ce dimanche. Mais ce n'est pas tout. Notre réseau de diffusion nationale veut diffuser un segment d'information de dernière minute pendant le bloc financier du soir en prime time, pour coïncider avec le lancement numérique. Ils vont mettre ton visage sur des millions d'écrans de télévision. Mon souffle se coupa légèrement dans ma gorge. Un segment télévisé changeait entièrement la dynamique. Cela signifiait que les nouvelles allaient envahir les salons à travers le pays. Cela signifiait qu'il n'y avait absolument aucun moyen d'y échapper. Dimanche soir, répétai-je, un calme étrange et absolu s'installant dans mon esprit. Assurez-vous que les chiffres de valorisation soient clairement affichés. Ne vous inquiétez pas, rit Marigold. Une valorisation de 14,2 milliards de dollars pour une start-up inconnue. Nous allons diffuser ce chiffre en caractères gras et massifs. Prépare-toi, Vaughn. D'ici lundi matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Je raccrochai le téléphone et me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond, regardant les minuscules voitures rampant dans les rues en contrebas. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message texte de Deline. Dîner du dimanche au restaurant à 6 heures précises. S'il te plaît, porte quelque chose de bien pour une fois. Kellen a d'énormes nouvelles concernant son cabinet et son bonus de fin d'année, et nous allons faire la fête. Ne sois pas en retard, et s'il te plaît, Vaughn, ne gâche pas l'ambiance. Je fixai l'écran. L'ironie était si dense qu'elle en était presque suffocante. Ma famille se réunissait pour célébrer une autre des victoires corporatives mineures de Kellen, complètement inconsciente de l'énorme raz-de-marée qui prenait de l'ampleur juste au large de leur petite réalité parfaite. Ils avaient passé toute ma vie à essayer de me rabaisser, pour que Kellen puisse paraître plus grand. Ils avaient activement saboté ma survie, quand j'avais le plus besoin d'eux. Mais alors que je tapais ma réponse à ma mère, je ne ressentis aucune appréhension. Je ressentis une anticipation froide et absolue. Je serai là, répondis-je. Je réalisais alors que ce dimanche serait le dernier acte d'une pièce que nous jouions depuis des décennies. Ce serait ma dernière performance en tant qu'échec de la famille. J'allais entrer dans ce restaurant, m'asseoir à cette table, et les laisser nourrir leurs égos massifs une dernière fois. J'allais les laisser construire leur piédestal aussi haut que possible, car plus ils le construiraient haut, plus l'impact serait violent quand le sol disparaîtrait complètement sous leurs pieds. Je veux faire une pause ici, et remercier chaleureusement tous ceux qui ont suivi l'histoire jusqu'à présent. Si vous écoutez toujours, et que vous anticipez ce moment précis de vengeance, laissez le mot « bon » dans les commentaires ci-dessous. C'est un petit insigne d'honneur montrant que vous êtes arrivé au climax, et je cliquerai personnellement sur le bouton « j'aime » et répondrai à chaque commentaire qui inclut le mot « bon ». L'atmosphère à l'intérieur de la salle à manger privée du restaurant du centre-ville de Seattle était lourde de l'odeur suffocante de viande rôtie coûteuse, et d'une arrogance imméritée. C'était dimanche soir, précisément 6h30. Le lourd lustre en cristal, au-dessus de la longue table à manger, projetait une douce lueur dorée sur l'argenterie immaculée et les verres à vin en cristal. C'était une scène parfaitement mise en scène, impeccable, de supériorité de la classe moyenne supérieure.
J'étais assis à ma place habituelle, à l'extrémité de la table, portant une simple chemise boutonnée bleu foncé. J'étais la tache sombre sur leur toile parfaite. Kellen vibrait pratiquement d'auto-importance. Il portait un tout nouveau gilet anthracite sur mesure, et une cravate qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Mais la véritable pièce maîtresse de son ensemble était l'énorme montre brillante enroulée autour de son poignet. Il prenait soin de poser son bras sur la table, ajustant constamment ses poignets pour que la montre capte la lumière. Alors, l'associé gérant m'a appelé dans son immense bureau d'angle, vendredi après-midi, annonça Kellen, sa voix résonnant dans la pièce, exigeant l'attention de tous. Il s'interrompit pour prendre une gorgée lente et dramatique de son vin coûteux. Il a examiné les rapports de facturation trimestriels, et m'a dit que j'avais surpassé toute la division commerciale. Ils m'ont donné le titre de directeur senior, et un bonus de fin d'année de 300 000 $. Deline halta, ravie, battant des mains comme une enfant excitée. Oh, Kellen, c'est absolument merveilleux. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Orson leva son verre, la poitrine bombée comme s'il avait gagné l'argent lui-même. À mon fils aîné, déclara-t-il d'une voix forte. Un véritable titan de l'industrie. J'ai toujours su que tu avais l'instinct de tueur, Kellen. Tu sais exactement comment jouer le jeu de l'entreprise. Et quand? Sutton sourit d'un air suffisant, posant sa tête sur l'épaule de Kellen, sa bague en diamant scintillant sous le lustre. Nous cherchons déjà des résidences secondaires. C'est juste si épuisant d'essayer de trouver un endroit qui offre suffisamment d'intimité. Vous savez, le marché est vraiment affreux pour les acheteurs en ce moment. Je mâchais lentement mon steak, ne disant absolument rien. La viande avait un goût de cendre dans ma bouche, mais mon cœur battait d'un calme régulier, rythmique, terrifiant. Le temps pressait. Mon silence devait profondément déranger mon père, car il posa son verre, et tourna son regard aiguisé et jugeant directement vers moi. Il ne pouvait jamais me laisser exister en arrière-plan. Il devait toujours me traîner sous les feux de la rampe, pour servir de contraste ultime à l'éclat de Kellen. « Et toi, Vaughn » demanda Orson, un sourire cruel et moqueur jouant sur ses lèvres. « Comment va cette petite application à toi? J'ai entendu dire par Kellen que tu avais eu des problèmes avec ton bail de bureau récemment. T'es-tu fait jeter à la rue comme un chien errant ?» La table devint complètement silencieuse. Ils attendaient mon humiliation. Ils attendaient que je baisse la tête, que je fixe mon assiette, et que j'admette une défaite absolue. « Nous avons dû déménager, dis-je simplement, gardant ma voix entièrement dépourvue d'émotion. Nous opérons désormais depuis un nouvel espace, meilleur. » Kellen ricana bruyamment, secouant la tête et riant. Déménager, c'est un mot corporatif très poli pour dire être expulsé, parce qu'on ne peut pas payer ses factures de base. Tu sais, Vaughn, ça devient vraiment, profondément triste. Tu joues à l'homme d'affaires dans l'obscurité, pendant que le reste du monde avance réellement. Combien de temps vas-tu encore continuer à te mentir à toi-même? Sutton tendit la main à travers la table, arborant son meilleur masque de fausse pitié et d'inquiétude. Vaughn, chérie, Kellen et moi parlions l'autre jour. Le centre d'appel du service client de son cabinet embauche des chefs d'équipe. Cela paie 45 000 $ par an. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête. Tu pourrais porter un casque, répondre aux emails, et enfin arrêter de mendier de l'argent à ton père. Tu devrais vraiment y penser, avant que ton CV ne devienne complètement inemployable. Deline soupira lourdement, me regardant avec un mélange de profonde déception et d'épuisement. S'il te plaît, Vaughn, écoute simplement ton frère. Il ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il est temps de laisser tomber ce fantasme enfantin et embarrassant. Je les regardais tous les quatre, ma famille, les gens qui étaient censés me soutenir, et qui prenaient actuellement un plaisir absolu et indéniable à me démolir. Je pensais aux serveurs massifs bourdonnant dans le gratte-ciel du centre-ville. Je pensais à la poignée de main ferme des Vendées. Je pensais au contrat de valorisation enfermé dans mon tiroir de bureau, portant un nombre avec 9 zéros. Je posais mon couteau et ma fourchette sur l'assiette en porcelaine immaculée. Le cliquetis métallique résonna fortement dans la pièce silencieuse. J'apprécie les conseils de carrière, Sutton, dis-je, ma voix complètement neutre, mes yeux fixés directement sur Kellen, mais je ne pense pas qu'un casque s'intègre à mon emploi du temps actuel. Le visage de Kellen se durcit, son arrogance se transformant instantanément en une colère laide et véritable. Il détestait que je ne me prosterne pas.
Il détestait que je refuse de saigner pour son amusement. Tu es si putain d'arrogant, Vaughn, claqua Kellen, frappant sa main à plat sur la lourde table, faisant trembler les verres à vin. Tu n'as absolument rien. Tu ne dois rien. Tu n'as rien accompli de toute ta misérable vie. Et pourtant, tu restes là, agissant comme si tu étais en quelque sorte au-dessus de nous. Tu es un échec. Un décrocheur universitaire de 32 ans qui va passer sa vie à se cacher dans un sous-sol, parce qu'il est trop terrifié pour affronter le monde réel. Je ne sciais pas. Je n'élevais pas la voix. Je restais juste assis, absorbant sa fureur comme une éponge, attendant le bon moment. Je ne me cache pas, Kellen, dis-je tranquillement, me penchant en arrière dans ma chaise. Au moment où les mots sortirent de ma bouche, le grand écran de télévision monté au mur derrière mon père, qui était en mode muet et diffusait un récapitulatif sportif générique du dimanche soir, vacilla soudainement. La diffusion régulière fut brusquement interrompue. L'écran de télévision clignota d'un blanc éclatant et aveuglant, puis le logo austère et autoritaire du Wall Street Journal News Network remplit tout l'affichage. Orson fronça profondément les sourcils, se retournant sur sa chaise. Qu'est-ce qui ne va pas avec la télévision? Le décodeur a-t-il encore bugué? Il tendit la main vers la télécommande sur la table d'appoint, et appuya fermement sur le bouton du volume. Le son inonda la salle à manger, coupant instantanément le silence lourd et toxique. La scène était enfin prête. Les lourds rideaux de velours s'écartaient. La bombe était complètement armée, et le compte à rebours venait d'atteindre 0. La voix de la présentatrice des nouvelles financières nationales remplit la salle à manger. Elle était nette, urgente, et exigeait une attention immédiate et absolue. Elle était assise à un bureau élégant en verre, feuilletant des papiers avec une expression d'une gravité mortelle. Nous interrompons notre programmation régulière pour vous apporter une nouvelle de dernière minute qui envoie des ondes de choc massives à travers les secteurs technologiques et financiers mondiaux, annonça la présentatrice, sa voix résonnant sur le lustre en cristal au-dessus de nous. Un important tour de financement de série C vient de se clôturer à Seattle, révélant un syndicat technologique qui opérait complètement sous le radar, et il est sur le point de redéfinir entièrement la logistique de détail mondiale. Kellen leva les yeux au ciel avec théâtralité, prenant une autre gorgée arrogante de son vin coûteux. Encore du battage médiatique de la Silicon Valley, marmonna-t-il avec dédain. Probablement une stupide application qui livre de la nourriture biologique pour chiens. Ces valorisations technologiques sont une blague complète et absolue. Chut, Kellen, je veux entendre les rapports du marché, réprimanda légèrement Orson, se penchant beaucoup plus près de l'écran. Il adorait les nouvelles financières. Il les traitait comme une religion quotidienne. L'écran passa du bureau des nouvelles à un graphique haute définition. Le fond était d'un noir profond et sophistiqué. Au centre, brillant d'un bleu électrique vif, se trouvait le logo géométrique minimaliste de mon entreprise, la société connue sous le nom de Tech Syndicate, propulsée par le protocole Nexus. La présentatrice continua sans accroc, la société vient de décrocher un contrat exclusif d'architecture de données pluriannuel avec le géant du commerce de détail et de la logistique, Horizon Dynamics. Cet accord sans précédent a déclenché un tour de financement historique. Horizon Dynamics, halta Kellen, son verre de vin s'arrêtant brusquement à mi-chemin de sa bouche. Son visage devint soudainement complètement inexpressif. L'entreprise qu'il avait passé 3 ans à supplier pour une réunion. La baleine massive qui avait complètement ignoré son existence. Et puis le graphique à l'écran changea de nouveau. C'était une photographie de portrait haute résolution. C'était une photo de moi. Je portais un costume noir sur mesure et élégant, debout, les bras croisés, fixant avec assurance l'objectif de l'appareil photo, avec un regard de pouvoir absolu et inflexible. L'image remplit tout l'écran de télévision de 65 pouces. Sous mon visage, d'énormes lettres blanches en gras apparurent, l'architecte derrière cette plateforme révolutionnaire est le fondateur et directeur général, Vaughn, âgé de 32 ans. La voix de la présentatrice retentit, claire comme une cloche. Des sources indiquent que Vaughn a construit l'algorithme principal depuis un appartement résidentiel, après avoir abandonné l'université, surmontant d'importants obstacles financiers précoces. La salle à manger sombra dans un silence si absolu, si incroyablement lourd, qu'il semblait que tout l'oxygène avait été instantanément aspiré de l'espace. C'était un calme violent et paralysant. Le genre exact de silence qui se produit dans la fraction de seconde après un horrible accident de voiture, juste avant que les cris ne commencent. La bouche de Sutton s'ouvrit complètement.
Ses doigts parfaitement manucurés devinrent entièrement mous. Le délicat verre à vin en cristal lui échappa des mains, plongeant vers le sol. Il frappa le parquet avec un claquement sec et explosif, se brisant en centaines de morceaux scintillants, éclaboussant de vin rouge foncé le coûteux tapis perçant. Elle ne scia même pas. Elle se contenta de fixer l'écran de télévision. Son visage était vidé de toute couleur, ressemblant exactement à un fantôme. La main d'Orson, qui tenait sa lourde fourchette en argent, commença à trembler de manière incontrôlable. La fourchette lui échappa des doigts, et tomba bruyamment sur son assiette en porcelaine. Il saisit le bord de la lourde table en chêne des deux mains, ses phalanges devenant d'un blanc éclatant, comme si le sol sous lui tremblait violemment. Ses yeux passaient frénétiquement de l'image massive de mon visage sur la télévision, à moi, assis calmement au bout de la table dans mon pull bon marché, et de nouveau à la télévision. Il luttait pour respirer, sa poitrine se soulevant par de courtes et paniquées respirations. Mais ce fut la réaction de Kellen qui fut la chose la plus exquise, la plus belle que j'ai jamais vue. Le directeur senior suffisant et supérieur de l'immobilier commercial semblait avoir été physiquement frappé à l'estomac par une batte de baseball. La couleur saine disparut entièrement de son visage, laissant un gris cendré maladif. Sa mâchoire pendait complètement lâche, déboîtée. Le ricanement arrogant avait disparu, entièrement effacé, remplacé par un regard de terreur pure et non frelatée. Il regarda l'écran, puis moi, ses yeux écarquillés d'un déni frénétique et désespéré. « Ce n'est pas possible, murmura Kellen, sa voix se brisant, ressemblant exactement à celle d'un enfant terrifié. C'est une erreur. C'est une faute de frappe. Ça doit l'être. La présentatrice n'avait pas terminé. Elle était sur le point de porter le coup fatal. Les analystes financiers du Wall Street Journal ont confirmé les nouveaux chiffres, dit-elle, se penchant en avant avec intention. Un graphique massif apparut à côté de mon visage sur l'écran, le Tech Syndicate est maintenant officiellement valorisé à 14,2 milliards de dollars. Deline laissa échapper un son étranglé et aigu, couvrant sa bouche des deux mains tandis que des larmes jaillissaient instantanément de ses yeux. De plus, ajouta la présentatrice, tordant le couteau profondément dans leur poitrine, sur la base de sa participation majoritaire, la valeur nette personnelle du PDG Vaughn est maintenant estimée à 5,1 milliards de dollars. Faisant de lui l'un des plus jeunes milliardaires autodidactes des États-Unis. 14,2 milliards de dollars. 5,1 milliards de dollars. Les chiffres planaient lourdement dans l'air, létaux et absolus, écrasant complètement le misérable bonus de 300 000 dollars dont Kellen s'était vanté 5 minutes plus tôt. Le piédestal que ma famille avait passé 2 décennies à construire pour Kellen fut instantanément pulvérisé en fine poussière. La hiérarchie stricte de notre famille était entièrement morte, et j'étais celui qui tenait l'arme fumante. Je ne souris pas. Je ne me réjouis pas. Je n'élevai pas la voix. Je pris calmement mon verre d'eau, en bus lentement et délibérément, et le reposai sur la table. Tu sais, Kellen, dis-je, ma voix tranchant le silence suffocant comme une lame de rasoir chirurgical. Je pense que je vais devoir refuser ce poste de sécurité de parking. Je suis un peu occupé à gérer mon syndicat. Le silence suivant la diffusion fut brusquement brisé par une symphonie chaotique et stridente de bruits électroniques. Le téléphone de Kellen éclata d'une sonnerie forte et agressive. Le monde réel avait agressivement franchi les murs de leur salle à manger. Kellen sursauta comme s'il avait été électrocuté par une haute tension. Il attrapa son téléphone de ses mains tremblantes, fixant l'identification de l'appelant. Ses yeux s'écarquillèrent de la taille de soucoupe. Une sueur paniquée et désespérée perla sur son front. C'est l'associé gérant principal de mon cabinet, balbutia Kellen, sa voix tremblant de manière incontrôlable. Il déglutit difficilement et répondit à l'appel, portant le téléphone à son oreille. Allô? Oui, monsieur. Oui, j'ai vu la diffusion. Oui, monsieur. Vaughn est mon frère cadet. Non, nous ne savions pas qu'il était oui, je comprends. Je vais essayer de faciliter une introduction pour que notre cabinet représente ses intérêts immobiliers d'entreprise. Je regardais mon frère, l'homme qui avait activement essayé de me faire expulser, et de me forcer à porter un casque, s'aplatir devant son patron, promettant d'obtenir une réunion avec moi. Le changement de pouvoir était absolu. Toute la progression de carrière de Kellen dépendait désormais entièrement de la question de savoir si j'accorderais une audience à son cabinet. Il n'était plus l'enfant prodige. Il était un mendiant debout à mes portes. Orson retrouva enfin sa voix.
Il lâcha la table, ses mains tremblant si fort qu'il dut les presser durement sur ses genoux pour cacher les tremblements. Il me regarda fixement, les yeux écarquillés d'une confusion frénétique et désespérée. « Vaughn mon fils », Orson éleva la voix, sonnant 15 ans plus vieux qu'il y a 5 minutes. « Est-ce réel ? 5 milliards de dollars ? Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Nous sommes ta famille. Nous aurions pu t'aider. » L'hypocrisie absolue était stupéfiante. L'audace pure et aveuglante de ces mots alluma le feu froid dans ma poitrine. Je me levai de table, ma chaise raclant durement le parquet. Je les regardai d'en haut, me sentant entièrement détaché des gens assis devant moi. Je n'étais plus le fils cherchant leur approbation insaisissable. J'étais le PDG d'un empire de 14 milliards de dollars, et ils n'étaient que des étrangers assis à une table de dîner en désordre. « M'aider » répétai-je, ma voix d'un calme glacial. « Quand je suis venu vous supplier pour un prêt-relais afin de sauver mon entreprise, vous avez laissé Kellen vous convaincre que j'étais un échec. Quand je dormais par terre, à côté de serveurs surchauffés, Kellen appelait mon propriétaire pour me faire expulser. Tu ne voulais pas m'aider, papa. Tu voulais que j'échoue, pour que tu puisses te sentir supérieur. » Deline commença à sangloter ouvertement, de lourdes larmes coulant sur son visage, ruinant entièrement son maquillage coûteux. « Vaughn, s'il te plaît, ne dis pas ça. Nous t'aimons. Nous ne comprenions juste pas le milieu de l'informatique. » « Vous compreniez exactement ce que vous faisiez, » rétorquai-je froidement. « Vous avez choisi un favori, et vous avez jeté l'autre. La seule raison pour laquelle vous vous souciez de moi maintenant, c'est parce qu'un écran de télévision vous a dit que j'avais de l'argent. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez les chiffres. » Je me détournai de la table, et sortis de la salle à manger. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de sortir de cette atmosphère toxique. Je marchai le long du couloir vers la porte d'entrée, saisissant mon manteau bon marché dans le placard. Alors que j'enfilais mon manteau, j'entendis une voix frénétique et étouffée venant du couloir près des toilettes. C'était Deline. Elle était au téléphone portable, faisant les 100 pas, sanglotant hystériquement dans le combiné. La porte était légèrement entr'ouverte, et je m'arrêtai, ma main reposant sur la poignée de porte en laiton. « Béatrix, c'est Deline. » Ma mère pleura frénétiquement au téléphone. « As-tu vu la télévision ? Béatrix, il faut que tu allumes les infos. C'est Vaughn. Il est milliardaire. Béatrix, un milliardaire. » Il y eut une pause, tandis que tante Béatrix répondait sans doute avec son habituel léger choc. « Nous avons absolument tout gâché, » continua Deline, sa lourde culpabilité débordant enfin en une confession frénétique et laide. « Nous l'avons traité horriblement. Orson l'a traité d'échec ce soir. Et oh mon Dieu, Béatrix, j'ai le cœur retourné. Nous n'aurions jamais dû t'écouter toutes ces années. Nous aurions dû laisser Orson utiliser le fonds universitaire pour Vaughn, au lieu d'acheter cette voiture à Kellen. Nous n'aurions jamais dû t'écouter, quand tu nous as dit de refuser sa demande de prêt pour lui donner une leçon. Nous avons détruit notre relation avec lui, et maintenant il nous déteste. » Je me figeai. L'air froid de la porte d'entrée me submergea. Mais ce n'était absolument rien comparé à la glace dans mes veines. Ce n'était pas seulement un biais passif. Ce n'était pas seulement un favoritisme aveugle. Tante Béatrix avait activement orchestré le refus de mon fonds universitaire. Et elle avait orchestré le refus de mon prêt-relais. Et mes parents, faibles, fortement biaisés, et facilement manipulables, avaient suivi ces conseils toxiques à chaque fois. Ils avaient activement, systématiquement participé à ma destruction, guidés par les chuchotements d'une tante jalouse. Tout fragment de culpabilité persistant, toute petite voix au fond de ma tête chuchotant que j'étais peut-être trop dur, s'évapora instantanément dans l'air. Ils étaient toxiques jusqu'à la moelle. J'ouvris la lourde porte d'entrée, et sortis dans la nuit glaciale de Seattle. L'air froid frappa mes poumons comme une bouffée d'oxygène pur. Je descendis la rue, montai dans un taxi qui m'attendait, et partis loin de la famille Mercé pour toujours. La cage était brisée définitivement. J'étais entièrement, absolument libre. Les 3 mois suivants furent un tourbillon d'élan incessant et imparable. Le Tech Syndicate explosa sur la scène mondiale. Cormick et moi naviguions entre des réunions de conseils massives, des acquisitions internationales, et des expansions architecturales qui mettaient à l'épreuve les limites de nos algorithmes. Mon visage était en couverture de magazines, et j'étais invité à prendre la parole lors de forums économiques mondiaux.
Mais au milieu du bruit chaotique du succès, ma vie personnelle resta farouchement protégée. J'ai amélioré mon appartement, mais j'ai acheté un système de sécurité fiable et haut de gamme, et j'ai changé définitivement mon numéro de téléphone personnel. Les tentatives de ma famille pour franchir mes murs étaient désespérées et pathétiques. Ma boîte de réception sécurisée était inondée de longs messages décousus de Deline, remplis d'excuses qui se concentraient entièrement sur la culpabilité qu'elle ressentait, plutôt que sur la douleur profonde qu'elle avait causée. Orson envoya des lettres formelles, imprimées sur du papier cartonné épais, exprimant sa plus profonde fierté et suggérant que nous nous rencontrions pour une partie de golf afin de discuter de mes stratégies de gestion de patrimoine. Kellen envoya des dizaines de messages vocaux, son ton passant de demandes arrogantes à des supplications désespérées pour que j'embauche son cabinet, se plaignant que son patron menaçait de le licencier. Je les ai tous ignorés. Je n'ai répondu à aucun message. Finalement, le silence implacable de ma part les força à agir. Ils cessèrent d'appeler, et commencèrent à se présenter dans le hall du siège du Tech Syndicate, exigeant de me voir. Mon équipe de sécurité les a refoulés 3 fois. Je réalisais que les ignorer ne suffisait pas. Il leur fallait une fin définitive et absolue. Il leur fallait un verdict. J'instruisis mon chef de la sécurité de les autoriser à monter à l'étage exécutif un vendredi après-midi. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Orson, Deline et Kellen sortirent. Ils semblaient incroyablement petits, complètement intimidés par les hauts plafonds, les murs de verre minimalistes, et l'ampleur pure de l'empire que j'avais bâti. Je les rencontrai dans mon bureau d'angle privé. Je ne leur offris pas de siège. Vaughn, dit Orson, s'avançant, sa voix tremblante tandis qu'il regardait autour de l'immense bureau. C'est incroyable, nous sommes tellement désolés. Nous voulons faire amende honorable. Nous voulons redevenir une famille. Kellen regarda le sol, l'arrogance complètement chassée de lui. J'ai eu tort, Vaughn. J'étais jaloux, et je me suis déchaîné sur toi. Mon cabinet ils m'ont laissé partir hier, parce que je n'ai pas pu obtenir une réunion avec toi. Je n'ai rien. S'il te plaît, je t'en supplie. Deline s'avança, pleurant. Nous savons pourtant de Béatrix. Nous l'avons exclue de nos vies. Nous voulons recommencer, Vaughn. S'il te plaît, pardonne-nous. Je les regardais tous les trois. Je ne ressentais absolument aucune colère. Je ne ressentais aucune tristesse. Je ressentais juste un vide accablant et profond. Je sais pour Béatrix, dis-je, ma voix calme et complètement détachée. Je vous ai entendu au téléphone le soir du dîner. Mais Béatrix n'a pas pris les décisions, maman. Papa et toi l'avez fait. Vous avez choisi d'affamer mon fonds universitaire. Vous avez choisi de refuser le prêt. Kellen a choisi d'appeler mon propriétaire, et de me faire expulser. Béatrix n'était que le murmure. Vous étiez les bourreaux. Ils tressaillirent comme si je les avais physiquement frappés. Je vous pardonne, continuai-je, la vérité de ces mots s'installant en moi. Je vous pardonne parce que porter cette colère est épuisant, et j'ai une entreprise à gérer. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela signifie simplement que je vous laisse partir. Tu ne peux pas juste nous couper les ponts, protesta Orson, la panique montant dans sa poitrine. Nous sommes ton sang. Le sang est un accident biologique, papa, répliquai-je froidement. La loyauté est un choix. Ma famille, c'est l'équipe d'ingénieurs assis derrière cette paroi de verre. Ma famille, c'est Cormick, l'homme qui est resté quand le compte bancaire était à 0. Vous n'êtes que des gens que je connaissais. J'appuyai sur un bouton de mon bureau. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent derrière eux, et 2 imposants gardes de sécurité entrèrent dans la pièce. Je vous souhaite le meilleur, dis-je, leur tournant le dos et regardant le skyline de la ville. Mais c'est la dernière fois que vous me verrez. N'appelez pas. Ne venez pas me voir. Mes avocats ont rédigé une ordonnance de cessation et d'abstention qui sera appliquée si vous essayez de me contacter à nouveau. Au revoir. J'écoutais le son de leurs supplications désespérées se faire couper, tandis que les gardes de sécurité les escortèrent fermement hors du bureau, et que les portes se refermaient en un clic. Le silence qui suivit n'était pas lourd. Il n'était pas violent. C'était le silence le plus beau et le plus paisible que j'ai jamais connu de toute ma vie. Beaucoup de gens vous diront que la famille est tout. Ils vous diront que le sang est plus épais que l'eau, et que vous devez une dette énorme aux personnes qui vous ont élevé, aussi toxiques soient-elles.
Ils diront que la richesse devrait être partagée, et que garder rancune est un signe de faiblesse. Mais quand l'eau dans laquelle vous vous noyez est versée par votre propre famille, il faut apprendre à nager seul. Le sang est un accident biologique. La loyauté est un choix. Avez-vous déjà dû vous éloigner de membres toxiques de votre famille pour protéger votre propre paix? Pensez-vous que j'ai été trop cruel de fermer définitivement la porte à ma propre famille? Ou était-ce le seul moyen de protéger l'empire que j'avais bâti? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Si vous avez apprécié ce parcours de revanche, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, et restez forts.